Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette table ronde qui est consacrée à la question suivante. L'intelligence artificielle peut-elle améliorer la couverture santé? Pour essayer de répondre à cette question, nous avons réuni de prestigieuses oratrices et un prestigieux orateur. Laurie Sofiati, qui représente la CNAM, qui est chef du département télésanté et innovation numérique à la CNAM. Voilà. Muriel Dahan, qui représente Unicancer en tant que directrice de la recherche et du développement. Marine Darnaud, qui est directrice générale de Paris Santé Campus. Et Laurent Borella, qui est directeur santé de Malakoff Humanis, qui est un groupe de protection sociale complémentaire, paritaire et mutualiste et à but non lucratif. Alors, pour commencer, quelques définitions avant de répondre à la question. La couverture santé, c'est assez simple. C'est, en apparence en tout cas, c'est la prise en charge des dépenses de santé des Français, donc, qui sont remboursées à la fois par l'assurance maladie obligatoire de base et par les assureurs complémentaires, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les assureurs santé. Voilà. Quant à l'intelligence artificielle, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, en tant que... Oui, parce que je ne me suis pas présentée, mais moi, je suis donc Cécile Vaquet, associée groupe de protection sociale et mutuelle chez IBM Consulting. Et donc, mais je m'exprime à titre personnel, je précise. Et pour définir l'intelligence artificielle, je vais me référer à la définition qu'en donne justement IBM. IBM définit l'intelligence artificielle comme un domaine qui associe l'informatique et des ensembles de données fiables pour faciliter la résolution de problèmes. Voilà. Alors, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, tout le monde en parle, depuis ChatGPT, mais en fait, c'est une notion assez ancienne, puisque déjà dans les années 50, Alan Turing, un grand mathématicien, se posait la question de savoir si les machines pouvaient penser. Et effectivement, on s'aperçoit qu'on peut décrire de manière suffisamment précise les activités intellectuelles pour que les machines puissent simuler ces activités intellectuelles. Et on va voir du coup en quoi cette intelligence artificielle peut améliorer la couverture santé des Français. Alors, première question que je vais poser aux représentants de la prise en charge des dépenses de santé, et d'abord à la CNAM, puis à Malakoff Humanis. Eh bien, tout simplement, comment l'intelligence artificielle peut-elle améliorer la gestion du remboursement des dépenses de santé et peut-être au-delà? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, à l'assurance maladie, on utilise déjà l'intelligence artificielle, mais effectivement pas l'intelligence artificielle générative, avec ces modèles de langage tels qu'elles se développent actuellement, mais plutôt ce qu'on appelle les RPA, donc c'est Robotic Process Automation, qui sont en fait des logiciels qui permettent d'automatiser les tâches. Et donc, nous, on l'utilise pour deux finalités principales. La première, c'est pour accélérer les remboursements. Et donc, ça nous permet d'automatiser tout un tas de tâches qui, jusqu'à présent, relevaient de la saisie manuelle. Et donc, nous sommes très fiers de ce petit chiffre. En moyenne, tous nos remboursements, à partir du moment où il y a un paiement en facturation carte vitale, sont liquidés entre 4 et 5 jours, ce qui, je pense, au regard du volume de facturation que reçoit notre SI, est quand même un bon chiffre de bonne gestion et qui permet donc de véritablement solvabiliser les dépenses de santé des Français. Et la deuxième finalité pour laquelle on utilise l'intelligence artificielle, c'est aussi pour un meilleur accès aux droits. Et en ce sens-là, ça permet d'automatiser les contrôles vis-à-vis des statuts des bénéficiaires, notamment les bénéficiaires de la C2S ou de la protection universelle maladie, qui en fait permet de vérifier très rapidement le statut du bénéficiaire et de pouvoir appliquer le taux de remboursement idoine. Donc vraiment sur la partie assurantielle, sur la partie payeur du métier de l'assurance maladie, il y a vraiment ces deux enjeux qui sont très importants pour nous dans le développement de l'intelligence artificielle. C'est à la fois
accélérer, améliorer le processus de remboursement et aussi améliorer l'accès aux droits par une meilleure identification et par une meilleure automatisation de la liquidation des dépenses des assurés. Mais je peux me permettre à peine un peu de revenir sur la définition de la couverture santé, où il y a aussi évidemment tous les enjeux de promotion de la prévention et de l'offre de soins. Donc je pense qu'on pourra peut-être revenir dessus après, mais on développe aussi beaucoup de choses autour de l'intelligence artificielle dans le cadre de notre rôle de régulateur de l'offre de soins. Laurent ? Oui, merci. Alors d'ailleurs, exactement comme l'assurance maladie, il y a un premier champ d'intervention de l'assurance, enfin de l'IA, c'est d'abord le confort, la rapidité et la diminution des coûts de gestion. On a mis en place chez Malakoff Humanis, par exemple, des systèmes de reconnaissance automatique de documents de facturation qui permettent, par prise de photos sans complément, de pouvoir liquider automatiquement la prestation qui justement n'entre pas dans les systèmes Sésame Vital, parce que dans un système Sésame Vital, on a déjà dématérialisé la facture. Là, on est sur des factures qui sont historiquement totalement manuelles. Ensuite, photo, donc ça c'était pratique pour l'assuré, mais derrière c'est retraité par des agents de gestion, et donc ça coûte un peu cher en gestion. Et là, on peut être sur des systèmes qui sont progressivement 100% automatique. Et donc, alors, est-ce que tu peux juste dire quel type de dépenses c'est, par exemple ? Par exemple, c'est des factures d'ostéopathie, c'est des factures de nutritionnistes, c'est des factures dentaires également, tout ce qui est des factures par exemple, implantologie dentaire, des choses comme ça. La plupart des factures qui aujourd'hui, justement, n'ont pas de version dématérialisée, type feuille de soins électronique. Et ça permet de gagner en temps, ça permet de gagner en confort, ça permet de gagner en accès aux soins, parce que accessoirement, ça permet aux personnes d'être plus facilement remboursées et donc de moins hésiter à aller se faire soigner. Il y a un deuxième domaine, et ça génère de la satisfaction et de l'expérience client positive. Et c'est important, parce qu'aujourd'hui, la santé, on n'a pas envie que ce soit des problèmes de gestion compliqués. Deuxième sujet, alors je ne sais pas si c'est l'accès à la protection sociale ou si c'est la régulation du coût des dépenses de santé, mais on utilise l'intelligence artificielle pour mieux travailler sur les risques de fraude. Et ça nous permet quoi? Ça nous permet sur des ensembles d'apprentissage, donc là on peut reparler de données, hein. On utilise des données, des systèmes qui sont dits supervisés ou non supervisés, ça dépend. On essaye de faire apprendre à une intelligence de type réseaux neuronaux à reconnaître dans des éléments de facturation un risque de défaut, un risque de fraude, et ensuite ça nous permet de limiter la pression que l'on met soit auprès des assurés, soit auprès des professionnels de santé pour faire des vérifications effectives et décider que c'est une fraude ou pas. Donc c'est aussi quelque chose qui permet de limiter les coûts, ça améliore considérablement le confort du professionnel de santé et de l'assuré, puisque sachant qu'il a une intelligence artificielle, il est incité à travailler proprement, je dirais. C'est un système d'ailleurs à rendement décroissant, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que mieux ça marche, moins ça génère de fraude, puisqu'en fait, ceux qui avaient des velléités de faire de la fraude le savent assez vite, qu'ils sont repérés par l'intelligence artificielle et donc arrêtent de le faire. Mais ça a montré son efficacité. On a mis ça en place depuis plusieurs années. Et c'est des choses d'ailleurs sur lesquelles on serait tout à fait prêt à échanger avec l'assurance maladie. Voilà, ça c'est les grands domaines. Il y en a d'autres. Et alors, toujours dans la lignée de ce qu'a dit ma collègue à gauche, aujourd'hui l'intelligence artificielle, les grands enjeux, c'est la santé. Mieux gérer, avoir des clients pour lesquels c'est plus facile de se faire rembourser, tout ça c'est très sympathique, mais l'enjeu c'est la santé. Donc nous ce qu'on essaye aujourd'hui de travailler c'est de la prévention et donc utiliser des outils qui vont permettre de personnaliser les parcours de prévention et de proposer à nos assurés finalement des démarches de prévention qui leur sont complètement spécifiques
et qui sont appuyés sur des systèmes d'intelligence qui ne sont pas génératifs. D'ailleurs, on n'utilise pas encore, nous, ChatGPT. D'abord parce qu'on souhaite qu'il reste de l'humain dans l'affaire. On souhaite avoir la connaissance des algorithmes de décision, donc c'est quelque chose d'important. Chez Malakoff Humanis, par exemple, on est partenaire d'une démarche de labellisation de l'intelligence artificielle, notamment dans laquelle les algorithmes doivent permettre de comprendre qu'est-ce qui a décidé, quels sont les faits qui ont décidé, et de ne pas être aveugle sur les processus de décision de l'intelligence artificielle. On y reviendra peut-être. Mais en l'occurrence, on sait que les personnes, elles ont besoin d'humains en face. Donc l'intelligence artificielle, on ne veut pas remplacer l'humain par du ChatGPT. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est plutôt sur de l'intelligence artificielle non générative, exactement comme à la CNAM. On est plutôt sur l'intelligence artificielle qui va travailler les données et ensuite qui va permettre à une interface qui, elle, va rester humaine, de dialoguer avec les personnes. Donc on fait ça sur de la détection des risques cardiovasculaires et on vient de décider, pas plus tard que la semaine dernière, de démarrer quelque chose sur le cancer. D'ailleurs, j'en suis ravi avec ma collègue Muriel. On va travailler sur un modèle de détection du cancer qu'on va tester en 2025. D'accord. Bah, justement, du coup, Muriel, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'intelligence artificielle dans la lutte contre le cancer ? Alors, dans la lutte contre le cancer, évidemment, ça a des dimensions très, très larges dans la prise en soins. Moi, je suis la directrice de la recherche, donc on commence par la recherche. En fait, l'accès aux soins, ça commence par la recherche. L'optimisation des dépenses de soins, elle se base sur de la recherche et les enjeux de la recherche sont bien sûr majeurs pour tout ce qui est accès et régulation des dépenses. Donc nos recherches, elles utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle. Quasiment tous les protocoles qu'on voit passer aujourd'hui prévoient de l'utiliser de l'intelligence artificielle, essentiellement pour du screening, pour du contouring, pour tout un tas d'utilisations. Mais l'objet est vraiment d'aller vers de la simplification, vers de la réactivité, vers de la compréhension de choses qu'on ne pouvait pas auparavant envisager ou comparer entre elles. Faire des bras synthétiques, c'est vraiment l'avenir. Quand on a des pathologies qui sont rares, alors il y a des cancers rares, mais il y a de plus en plus de situations rares parce que l'avenir, c'est d'aller vers de la médecine personnalisée. Et cette médecine personnalisée qui était un peu un rêve jusqu'à il y a quelques années, finalement, on commence à la toucher plus du doigt avec toutes ces techniques. Il n'y a pas que l'intelligence artificielle, il y a toutes les technologies et aussi les nouveaux modèles d'essais cliniques qui sont permis aujourd'hui par ces techniques. Et donc, on peut aller vers des essais plus courts, plus synthétiques, plus réactifs et qui, petit à petit, se mélangent avec le suivi de la vie réelle, donc ce que donne le traitement dans la réalité, et on peut reposer des questions pour revenir vers la recherche. Et donc, de plus en plus, ces nouvelles technologies vont permettre d'avoir un parcours comme tu dis, l'humain. On part de l'humain et on a un parcours qui commence par la recherche, qui va vers le soin, qui revient à la recherche et finalement, on va pouvoir de plus en plus aller vers de la personnalisation et donc par là même optimiser les dépenses parce que un patient qui est mal soigné, c'est aussi des dépenses mal allouées et un gâchis financier pour notre assurance maladie et nos complémentaires. Donc c'est vraiment cet avenir-là qui est en train d'être construit et ça donne beaucoup d'espoir. Merci Muriel. Alors, quel est justement le rôle de Paris Santé Campus dans tout cet écosystème, dans cette couverture santé et justement au regard de l'intelligence artificielle et des startups que Paris Santé Campus soutient? Donc, bonjour à toutes et tous. Paris Santé Campus, c'est un groupement d'intérêt scientifique public et ça a été créé il y a 2 ans à l'initiative du président de la République, inauguré par le Premier ministre à l'époque, etc. Concrètement,
L'objectif, c'est de développer la filière du numérique en santé de l'amont à l'aval. Alors, le numérique en santé, ça comprend à la fois les sujets de prévention, de dispositifs médicaux connectés, d'efficience du système de soins, etc., etc. Vous voyez qu'on embrasse en fait l'ensemble de la santé au sens de la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Si maintenant je fais une focale sur l'intelligence artificielle, en réalité, l'IA, c'est une des briques du numérique en santé. Et concrètement, comment ça va se matérialiser chez nous? En fait, il y a différentes strates dans cette filière du numérique en santé. Vous avez tout d'abord l'enseignement supérieur. Donc concrètement, nous avons 500 étudiants en intelligence artificielle de niveau Master 2 qui viennent par semaine à Paris Santé Campus. Et PSL développe notamment des formations qui associent l'ingénierie, le numérique et la santé. Vous voyez, parce qu'on va avoir besoin en fait de l'ensemble de ces compétences-là. Nous avons également 5 laboratoires de recherche, dont 2 sont spécifiquement sur l'IA, Prairie, donc qui intègre en fait dans son nom même le terme d'intelligence artificielle, et puis Cubio qui travaille sur des jumeaux numériques. Donc concrètement, ça consiste à créer un double virtuel de ce que vous êtes. Nous avons également un institut qui s'appelle l'Institut Santé Numérique en Société, qui va réfléchir sur les sujets d'éthique, vous voyez, d'impact du numérique en santé, et en particulier de l'intelligence artificielle, parce que ces questions-là doivent être intégrées dès le début, dès la construction du projet. Et puis le troisième temps, je vous ai parlé de l'enseignement, je vous ai parlé de la recherche, c'est évidemment l'entrepreneuriat. Et concrètement, nous avons un hôtel d'entreprise avec 90 startups, PME, ETI, grandes entreprises qui vont travailler sur ces sujets. Alors comment on les adresse? En fait, vous pouvez avoir soit une approche patient, soit une approche professionnelle de santé, professionnelle de soins, soit une approche macro, système de soins. Quand on est dans l'approche patient, vous voyez, ça va, en fait, on va réfléchir sur les sujets de médecine préventive, c'est-à-dire comment en amont, en fait, on va pouvoir identifier par rapport à votre corps, par rapport à votre physiologie, etc., finalement, les risques que vous avez de développer telle ou telle pathologie et comment vous êtes susceptible de les éviter par des comportements vertueux. Il y a tous les sujets de médecine prédictive, c'est ce qu'évoquait Muriel à travers la médecine personnalisée, comment en fait on va pouvoir vous apporter un traitement personnalisé par rapport à l'individu que vous êtes et non pas par rapport seulement à un groupe de patients. Et puis il y a tous les sujets de prothèses intelligentes, là on est vraiment au début. Comment, par exemple, une prothèse va pouvoir, par rapport à différents capteurs, signifier qu'il y a eu de l'usure, il y a une infection, le cas échéant, etc. Donc là, on est vraiment dans l'approche patient. Il y a l'approche professionnelle de santé. Et là, ce sont tous les outils d'aide à la stratégie thérapeutique, d'aide au diagnostic, la chirurgie assistée, soit par robot, soit par des formations, par des simulations. Donc vous voyez, là, c'est vraiment l'accompagnement des professionnels de soins. Et puis, sur tous les sujets de système de soins, ça a été évoqué par les différents interlocuteurs ou interlocutrices, c'est les questions de prévention, de coordination du parcours de soins. Et là, à chacune de ces différentes étapes ou de ces approches, nous avons un certain nombre de startups qui travaillent sur ces sujets. Alors, je ne sais pas si tu veux que j'aille plus loin, peut-être qu'on... Ah bon, je donne quelques éléments. Okay. Je redonnerai la parole après vous autres. D'accord. Simplement, en fait, si vous voulez, sur l'IA, et ça a bien été évoqué, donc vous avez compris, il y a 2 définitions de l'IA, c'est à la fois une nouvelle science, une nouvelle discipline et de nouveaux outils. Dans les outils, il y a soit l'approche collecte de données, identification d'images par rapport à des données massives, soit ce qu'on appelle l'IA générative, ce qu'évoquait Laurent, et donc là on est sur de l'apprentissage et de machine learning. Les startups que nous avons à PSC travaille davantage sur la première brique, sur la collecte de données. Et là, on va être soit sur des sujets d'extraction de données d'imagerie, je pense à Medexprime qui va travailler en oncologie, en neurologie aussi. On va également être sur de l'identification d'articles scientifiques qui correspondent à une question, c'est-à-dire je suis face à un patient qui a tel ou tel symptôme, quel est le traitement que je vais pouvoir lui administrer, et il est
proprement impossible en fait de lire toute la revue scientifique dans les différentes langues. Et là, vous avez différentes entreprises telles que Pozos, telles que Vidal, qui vont être capables de collecter l'ensemble de cette littérature, de l'agréger et de proposer des réponses. Évidemment, le médecin ou le pharmacien restant celui qui choisit et qui administre. Vous avez tous les sujets de mise en relation de patients avec des essais cliniques, et là c'est Clinéo, et ça c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait ça vous permet vraiment de construire des essais adaptés et de faire gagner beaucoup de temps aux patients, mais aussi aux médecins qui les accompagnent. Et puis sur les sujets d'IA générative, là on a notamment une start-up qui s'appelle Akemia et qui va être effectivement sur de l'IA générative et de la recherche de candidats médicaments. La dernière start-up que je veux évoquer, et ça permettra aussi à chacun de rebondir, c'est Ethikia, qui travaille sur les sujets de régulation, c'est-à-dire à quel moment on place l'humain au tout début, évidemment, au moment de la conception de l'algorithme, au moment des différentes supervisions, pour bien s'assurer que les images qui ont été extraites correspondent effectivement à une fracture, à une tumeur, etc. etc. Et ça, en fait, ce travail-là, il doit être réalisé dans chaque spécialité. Donc, c'est le travail qui est réalisé. Vous savez qu'il y a une réglementation qui évolue au niveau français, au niveau européen, avec l'IA Act. Et donc, ce sont des questions qu'il faut prendre dès maintenant à bras-le-corps. Merci Marine pour cet exposé très, très complet. Peut-être Laurie, sur justement tout ce foisonnement d'innovation médicale, comment l'assurance maladie justement arrive à les intégrer dans sa politique de remboursement? Alors aujourd'hui, on a une voie d'accès au remboursement à la fois anticipé et de droit commun pour tous les outils numériques, et finalement l'intégration d'une brique logicielle d'IA peut être évaluée en tant que telle, mais en tout cas on a les dispositifs d'accès de droit commun que sont l'inscription en liste des produits et prestations remboursables. Donc là c'est pour tout dispositif médical numérique connecté. Et donc pour ceux qui, par exemple, reposent sur une brique d'IA, je pense par exemple aux boucles semi-fermées dans le cadre du diabète, où en fait, en fonction de la mesure de l'insuline, vous avez la pompe qui s'active directement pour un bon maintien de la glycémie. Donc ça, c'est quelque chose qui est remboursé depuis déjà plusieurs années et qui fonctionne donc avec de l'intelligence artificielle. On a évidemment plus récemment tout ce qui a été l'ouverture à la télésurveillance de droit commun, où là aussi on voit de plus en plus des intégrations de briques d'intelligence artificielle pour le traitement des données, l'adaptation du traitement, l'adaptation de la réponse thérapeutique et de la prise en charge du patient. Et donc, pour les outils à destination des patients, pour reprendre notamment la typologie de Marine tout à l'heure, on a globalement des voies d'accès au remboursement, à la fois de droit commun, mais aussi précoce. Donc, vous avez la prise en charge anticipée numérique aujourd'hui qui existe. Vous avez également le forfait innovation à la HAS. Vous avez la prise en charge transitoire. Désolée de faire cette petite liste à la Prévert, mais en tout cas, voilà, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'accès dérogatoires qui existent pour soutenir les innovations, pour accélérer leur mise à disposition auprès des patients. Et donc vraiment sur le volet patient, je pense qu'on a quand même un modèle d'accès au remboursement et de solvabilisation de la consommation de ces soins et de ces produits de santé qui tient la route, entre guillemets, et qui fonctionne et qui va permettre véritablement à tous ces outils d'avoir accès à un modèle économique. Là où on a plus de difficultés, c'est sur les outils à destination des professionnels de santé, notamment puisque sur la partie dispositif médical numérique, donc à usage collectif, aujourd'hui, ils ne font pas l'objet d'une évaluation et donc ils ne font pas l'objet d'une tarification. Les deux étant liés dans le process HAS avec la négociation derrière tarifaire au niveau du CEPS. Et donc ça, c'est un chantier qu'on est en train d'ouvrir, mais on essaye vraiment de le cibler par cas d'usage. Donc on va d'abord commencer par tout ce qui sont les outils d'intelligence artificielle d'aide au diagnostic, parce que là, on a un vrai sujet en prévention secondaire, de détection précoce, de meilleur repérage. Et donc, on essaye de voir comment on peut mieux intégrer ces outils, justement, dans la pratique des professionnels de santé, à la fois via le volet incitatif, tarifaire, mais aussi
tout simplement pour faire connaître ces outils, pour créer de la confiance dans les professionnels de santé. Et en fait, ça fait le lien à ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie interrogation de la part des professionnels de santé de ce que va être leur place et de ce que va être l'évolution concrète de leur métier face à ces nouveaux avis, notamment sur l'aide au diagnostic. Il faut que ce soit toujours le médecin ou le professionnel de santé qui reste dernier décisionnaire et pas du tout que voilà, il y a une substitution de la machine. On a aujourd'hui tout un champ qui, pardon, est un peu austère, mais on a tout un champ du risque médico-légal à investiguer avec ces enjeux d'intelligence artificielle pour voir comment ça, éventuellement, ça va venir faire bouger aujourd'hui des règles qui sont en place. Donc voilà, donc vraiment pour le redire de manière un peu plus synthétique, pour tout ce qui va être les outils d'intelligence artificielle qui sont à destination des patients, je pense qu'on est au point. Et donc voilà, et on est content d'avoir mis en place vraiment ces différents modèles d'accès précoce et de droit commun. Pour tout ce qui est les outils à destination des professionnels de santé, on sait que c'est un gros levier de transformation. On sait que c'est un gros levier, donc encore une fois, sur les enjeux de prévention secondaire sur lesquels on peut se le redire sans se flageller. On n'est pas très bon en France. Donc on a des marges de progrès. Donc on est content qu'il y ait des startups et des professionnels de santé qui se mobilisent grâce à l'IA sur ces sujets. Mais voilà, là pour le coup, le modèle économique est à peine un peu plus étroit à dessiner. Donc on va commencer petit à petit, mais il y a une volonté d'y aller parce que c'est encore une fois, comme le disait Marine, c'est devant nous, mais en fait c'est déjà là dans les usages. Et donc il y a à la fois l'enjeu de tarification entre guillemets, mais il y a aussi pour nous un enjeu d'évaluation et de régulation avec la HAS parce que autant pendant très longtemps, finalement les outils à disposition des professionnels de santé, le stéthoscope pour le dire de manière très prosaïque, ils étaient, voilà, évidemment ils choisissaient eux-mêmes, ils pouvaient évaluer. Là, quand vous êtes face à un algo d'intelligence artificielle ou autre, on n'est pas, voilà, tous les professionnels de santé ne sont pas équipés pour pouvoir discerner, pour pouvoir juger de la proposition de valeur qu'ils ont en face, pour pouvoir anticiper encore une fois l'impact sur leurs pratiques courantes. Donc là, je pense qu'il y a besoin d'évaluation et de régulation de la part des différentes autorités sanitaires. Merci Laurie. Peut-être, Laurent, une réaction sur ce que vient de dire Laurie, notamment sur la prise en charge des outils. Pas que sur la prise en charge. Ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, avec le digital en général, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus fabriquer, quand on est une grosse structure, on ne peut plus fabriquer des nouvelles solutions tout seul. Donc, on travaille avec des startups, de fait. Et le paradoxe, c'est qu'en France, il y a un énorme vivier de startups extrêmement dynamique. Enfin, d'ailleurs, la manifestation Made in Tech le prouve, française en plus. Hein, ce n'est pas que des étrangers qui viennent nous voir. Chez Malakoff, on a un fonds d'investissement pour les soutenir. On est ravis de le faire et d'en accompagner certaines. Et puis surtout, avec certaines, on fabrique nos solutions. Donc ça, c'est le côté positif. Énormément d'intelligence, énormément de dynamisme. Et le côté négatif, c'est le problème du modèle économique. C'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'il y a plein de propositions, mais les tuyaux pour les financer de façon pérenne sont extrêmement réduits. La réglementation est très compliquée. Il n'y a pas la grande autoroute du médicament qui fait que quand je travaille sur le médicament, je sais exactement comment ça va se passer, dans combien de temps ça va se passer, quels sont mes critères de résultat, de succès, etc. Sur tout ce qui est l'IA en santé notamment, et tout ça n'existe pas. Alors oui, il y a des propositions qui ont été faites côté assurance maladie pour passer de zéro à pas grand-chose. C'est mieux que pas grand-chose que zéro, mais c'est encore pas une solution. Nous, du côté des complémentaires, c'est pareil, on vient nous voir. Mais tenez-vous bien, quand on finance des services avec de l'intelligence artificielle, ça rentre dans quoi? Dans nos frais de gestion. Alors, on n'est pas incité à mettre beaucoup d'argent, hein, parce que donc on demande une révolution réglementaire pour nous permettre de mettre ça ailleurs que dans les frais de gestion. Voilà, il y a un carcan administratif qu'il faudrait faire sauter si on veut que l'intelligence artificielle permette de transformer le système de santé. Il ne demande que ça, le système de santé. Il y a l'intelligence, il y a les solutions, mais je pense qu'on est encore un peu coincé côté financement. Oui, et du coup, on en vient aussi à l'évaluation, c'est vrai, et tout ça a un facteur qui est absolument essentiel et qui devient de plus en plus crucial, c'est le temps. On gère le temps
en faisant de la recherche pour pouvoir évaluer positivement avec des critères qui sont quand même très durs et très exigeants et qui sont basés sur l'ancien modèle, qui existe toujours, hein, mais le modèle classique du médicament, voire un petit peu du dispositif médical. Or, l'évaluation, elle devrait se fonder sur des études, des essais, des études sur données, avec des critères qui évoluent forcément, parce que si on veut un peu de réactivité, si on veut suivre le rythme de l'innovation et aussi permettre aux startups de poursuivre leur développement avec un modèle financier qui tienne la route, alors même que dans d'autres pays, les modèles existent et sont peut-être plus accompagnants. On est face à un vrai enjeu là pour redynamiser la recherche, pour faire en sorte qu'on prouve que ces nouvelles solutions apportent quelque chose et apportent quelque chose dans la durée, avec des choses qui évoluent de façon beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rapide qu'un médicament. Un médicament, ça reste tel qu'il est. Une application ou une solution d'intelligence artificielle, c'est en évolution permanente. Donc, il faut mettre en place des systèmes qui permettent de suivre et de pouvoir évaluer peut-être plus en continu, en mode monitoring, plutôt que d'attendre ce grand soir où on a la HAS qui évalue à partir d'une revue de la littérature qui demande 1 an et de la recherche de conflits d'intérêts, etc., avant de commencer même à évaluer. Et puis l'évaluation, elle dure je ne sais pas combien de temps. Ensuite, il y a la commission de hiérarchisation et puis ensuite la nomenclature qui doit être inscrite, l'arrêté du ministère. Tout ça est beaucoup trop long et ne suit pas ce rythme nécessaire d'évolution des technologies. Donc c'est un nouveau modèle qu'il faut construire ensemble en intégrant la recherche pour qu'elle soit aussi très réactive et qu'elle permette d'apporter des connaissances scientifiques et des preuves d'efficacité ou d'utilité ou de non-utilité d'ailleurs. Et donc arriver à placer les différentes solutions l'une par rapport à l'autre, et c'est ça qui est sûrement devant nous. Merci. Non, juste, on n'a plus que 5 minutes. Donc, je vais vous demander à chacun un petit mot de conclusion. Donc, Laurie, allez-y. Je ne sais pas si j'ai le... Ouais, c'est bon. Non, en mot de conclusion, donc c'est évident que nous, on croit beaucoup à l'assurance maladie, à la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle pour transformer profondément notre système de santé, à la fois sur l'efficience de la partie gestionnaire et sur l'amélioration de l'accès aux soins et sur véritablement un changement de paradigme vers plus de prévention et de personnalisation du soin. Je prends quand même 2 minutes pour répondre à ce qui a été dit parce que, évidemment, je ne suis pas d'accord avec tout et c'est ce qui fait l'intérêt du débat. Je ne suis pas la HAS, mais quand même pour repréciser 2 ou 3 choses, la HAS a quand même fait énormément évoluer ses modalités d'évaluation. Non, mais c'est pas une critique de la HAS. On n'attend plus de l'essai clinique randomisé en double aveugle comme sur du médicament. Cependant, du point de vue de la HAS et de l'assurance maladie, pour dire aussi les choses avec beaucoup de transparence, on ne peut pas se permettre, sous prétexte que c'est du numérique et qu'effectivement il y a des cycles d'innovation plus courts, d'avoir des exigences pour l'accès au remboursement qui soient en deçà de celles des autres produits de santé. À partir du moment où on en fait appel à la solidarité nationale pour financer des solutions portées par des entreprises, il faut quand même que la démonstration de valeur clinique et que l'intérêt médico-économique soit au rendez-vous. Voilà, c'était juste pour repréciser ça. Et par contre, sur la simplification réglementaire, là aussi, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. On va aller plus loin, on est mobilisé en ce sens. Mais bon, c'était peut-être pour apporter un peu plus de nuances au tableau qui avait été dressé par mes 2 interlocuteurs. Voilà. Mais en tout cas, on y croit à l'intelligence artificielle et vous pouvez être pleinement assuré de la mobilisation de l'assurance maladie à cette fin. Alors, ce n'était pas du tout une critique ni de la HAS ni de l'assurance maladie, c'est juste un constat d'un besoin d'évolution et aussi, bien sûr,
on est dans la recherche, on est dans l'exigence absolue des niveaux de preuve. On ne peut pas publier, on ne peut pas avoir des résultats crédibles si on n'a pas une rigueur scientifique. Mais tout ça doit évoluer et heureusement, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la création de jumeaux numériques, de bras synthétiques va nous y aider. C'est ça, on doit tous évoluer en même temps et se former et comprendre et créer des nouvelles règles. C'est ce mouvement-là, mais on y est tous. L'assurance maladie, la HAS qui fait absolument son travail de la meilleure manière et elle a évolué aussi dans sa doctrine, ce qui est très bien. Et donc voilà, on doit changer de culture ensemble. C'est un changement vraiment culturel et je crois qu'on est tous là pour montrer qu'on est tous dans ce mouvement-là. Marine, le mot de la fin? Ouais. Alors, on a eu une approche kaléidoscopique, vous voyez, entre différentes institutions. Horizontale. Moi, je pense qu'il y a aussi, faut prendre un peu de hauteur et de verticalité. Et je pense qu'on a 3 défis en fait devant nous. Le premier défi, c'est la question de la confiance. La confiance des professionnels de santé vis-à-vis de l'IA et dans le maniement de l'outil. Et ce qui est la base de la base, c'est la confiance du patient dans le professionnel de santé qui utilise cet outil-là. Et ça, si vous voulez, c'est un point vraiment sur lequel nous, on est extrêmement vigilants et c'est la raison pour laquelle on travaille également avec des associations de patients, on fait se rencontrer start-up et associations de patients, etc. Donc, premier défi, la question de la confiance. Le deuxième défi, et donc vous voyez qu'il est dans la relation du patient au professionnel de santé. Donc, on est à un niveau individuel. Le deuxième défi, c'est à un niveau économique parce que on est dans un débat français, mais en fait, la course est mondiale. Et donc, on a un vrai sujet d'acculturation de l'ensemble de la population et de l'ensemble des acteurs économiques sur comment intègre-t-on ces outils au niveau de l'entreprise, au niveau de l'administration, au niveau de chaque acteur. Et le pays ou les pays qui réussiront à acculturer le plus rapidement leur population seront ceux qui, au final, gagneront. Donc là, on a vraiment un enjeu économique. Troisième défi, c'est le défi de la souveraineté. Parce que derrière tout cela, on retrouve évidemment les questions d'hébergement de données, etc. Donc si vous voulez, à la fois, on est face à un défi fantastique, magnifique, des opportunités incroyables. Il nous reste quelques questions à résoudre et, voilà, et à trouver, en tout cas des réponses à apporter tous et toutes ensemble. 20 secondes. Moi, je trouve que l'intelligence artificielle, elle nous oblige à travailler autrement, et notamment à travailler ensemble, régulateurs, financeurs, grandes entreprises de la tech ou pas de la tech, professionnels de santé et petites start-up technologiques. Et c'est complètement nouveau. Ça n'existait pas il y a 20 ans, ça a commencé à exister il y a 10 ans, et c'est devenu une évidence aujourd'hui. Moi, j'adore, personnellement, dans ma vie professionnelle, je trouve que cette évolution est vraiment extrêmement intéressante. Merci Laurent. Travailler ensemble, c'est un beau mot de la fin, je crois. Il y a aussi évidemment toute la dimension data et éthique et enjeux humains dans ces sujets, mais c'est abordé aussi dans ce salon formidable qui est Made in Tech. Voilà, donc merci à tous pour votre audition et à bientôt. Merci.